Bien, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous savez que le Conseil de développement, c'est un lieu où on réfléchit, on se projette dans l'avenir. C'est un lieu où on travaille sur l'anticipation. Et ce soir, on y sera encore. Je suis heureux d'accueillir ce soir Marinette Gouraud. Elle est ici chez elle parce qu'elle a participé au début du Conseil de développement, il y a plus de 20 ans, et elle connaît bien la maison. Elle est d'ailleurs partout chez elle, à Nantes, puisque c'est une actrice infatigable, tenace, du débat public sur divers sujets du territoire. L'engagement a structuré sa vie et cela mérite d'être souligné. Ce soir, elle est venue parler avec nous d'un sujet qui lui tient à cœur depuis plusieurs années, celui des obsèques civiles et de la nécessité d'offrir un lieu digne à tous ceux qui veulent accompagner leurs proches dans leur dernier voyage sans nécessairement passer par les institutions religieuses. C'est un sujet de fond, celui de notre rapport à la mort et des rites de deuil. L'inhumation est un marqueur de l'humanité depuis des milliers d'années. La demande sociale contemporaine a beaucoup évolué sur ce point et le projet de Maison des Adieux porté par l'association éponyme a retenu l'attention du Conseil de développement depuis longtemps. Nous avions d'ailleurs organisé un déplacement à Rennes sur ce sujet il y a quelques années. Il nous a toujours semblé que ce projet avait un caractère métropolitain. Ce projet a évolué au fil du temps et ce soir, c'est l'occasion de faire le point sur la Maison des Adieux, sur ses avancées, sur ce qui reste à faire. Nous sommes sur le mode de la conversation, sans PowerPoint, avec la seule volonté d'échanger sur un sujet profond qui nous concerne, nous touche tous. Donc on va commencer par vous écouter, Marinette, nous parler de ce projet, et puis on va engager la conversation tous ensemble après. À vous alors. Je prends les tiens. Eh bien, bonsoir à tous. Et merci de m'accueillir parce qu'effectivement, je suis contente de revenir au Conseil de développement où je suis restée 10 ans secrétaire du Conseil avec M. Régent à l'époque comme président. Voilà. Et je pense que c'est un lieu, bien sûr, le rappelait Monsieur le Président Philippe Audic, où on réfléchit au fonctionnement de notre société et où on peut proposer des aménagements, des orientations, des projets qui vont dans le sens du bien commun. Hein, et on propose toutes ces propositions, on les fait aux collectivités. Et le sujet dont je vais vous parler ce soir, ça fait aussi partie du bien commun. L'association de la Maison des Adieux propose aujourd'hui la création d'un lieu dédié où puissent se développer, se dérouler des cérémonies d'obsèques qui soient reconnues par chacun et qui lui permettent de respecter le caractère sacré et universel de l'hommage qui doit être rendu à nos défunts, quelles que soient les conditions sociales de chacun. J'insiste bien là-dessus, c'est vraiment notre orientation. Avant d'aller plus avant, je voudrais vous proposer les raisons qui nous ont amenés là et vous faire part un peu de nos réflexions. Il faut reconnaître que la mort est un sujet tabou. Ce n'est pas un sujet facile. Il fait peur. Et beaucoup de nos concitoyens l'évacuent autant que possible de leurs préoccupations. Pourtant, les rites funéraires, nous y sommes tous, un jour ou l'autre, confrontés à l'occasion du décès d'un parent, d'un ami, et il nous arrive de temps en temps de penser à ce que seront ces rites si nous-mêmes, nous venons à décéder. Mais généralement, c'est une chose que nous n'aimons pas évoquer. Pourtant, la mort fait bien partie de nos vies. D'une part, nous constatons que, si nous remontons dans le temps, nous constatons que depuis toujours, l'homme a pris soin d'enterrer ses morts. Et je pense que c'est un signe d'humanité et de respect de ses semblables. Dans le passé, il n'y a pas si longtemps,
parce que moi j'ai quand même un âge respectable, au-dessus des 80, mais je me rappelle que la mort, quand j'étais petite fille, faisait partie de la vie. La majeure partie des gens mouraient chez eux. Ils étaient veillés par leur famille, les voisins, les amis, la communauté villageoise. La sépulture s'est déroulée la plupart du temps à l'église, puis au cimetière, et les enfants se mêlaient à toute la famille et participaient aux cérémonies. Aujourd'hui, ce schéma est complètement bouleversé. On meurt souvent loin des siens, soit dans les maisons de retraite, soit dans des hôpitaux. Les veillées mortuaires se limitent à un petit cercle familial dont les enfants sont exclus. J'insiste là-dessus parce que je crois que c'est très important de voir la place des enfants. Parce que, au lieu de les familiariser, je dirais c'est difficile, mais il faut les familiariser petits à cette idée-là, parce qu'on va tous y passer. Donc il faudra bien qu'un jour ou l'autre, on soit confronté à la mort. Alors d'autres pratiques par la suite sont apparues, c'est par exemple la crémation qui a fait place aux inhumations et le passage par l'église ou par un lieu de culte religieux se raréfie. Lorsqu'il s'agit d'une inhumation laïque, elle se déroule très souvent dans le cimetière, par n'importe quel temps, sans endroit pour se mettre à l'abri, dans des conditions souvent expéditives, compte tenu du manque de structures adaptées. Nous avons sans doute, les uns et les autres, assisté parfois à des obsèques civiles dans un cimetière, et nous en sommes souvent revenus blessés. Malheureux de voir un ami parti sans un mot, un geste, un témoignage, à telle enseigne que l'on dit parfois « il ne méritait pas d'être enterré comme un chien ». Et c'est ce type de réflexion, aujourd'hui, que nous ne voulons plus entendre, et c'est pourquoi nous devons tous nous mobiliser pour trouver des solutions pour les temps à venir. Pendant longtemps, les familles ont trouvé auprès des églises des réponses à ces rites de célébration. En France, la majorité des habitants se disaient chrétiens. Ils avaient été baptisés, ils avaient fait leur communion, s'étaient mariés à l'église et ils se retrouvaient lors du décès. On laissait le soin à l'église de proposer des rites et des prières que personne ne contestait. Aujourd'hui, la situation est différente. Les églises se vident et pour beaucoup de nos concitoyens, le passage par l'église dans ce lieu n'a plus de signification. L'arrivée de la crémation a aussi changé la donne. Pour les personnes qui souhaitaient des obsèques civiles, celles-ci peuvent se tenir dans les salles de cérémonie des crématoriums. Mais là, il fallait aussi, il y a un autre problème qui se posait, il fallait trouver des maîtres de cérémonie qui proposent des rites adaptés à la situation. Et si longtemps les pompes funèbres ont organisé les convois mortuaires, c'est-à-dire le déplacement du cercueil qui allait de la maison ou du salon funéraire au cimetière, ils n'avaient pas dans leur prérogative à l'époque la fonction d'animer les cérémonies d'obsèques, lesquelles la plupart du temps étaient plutôt l'affaire de l'Église. Il a donc fallu repenser l'aspect de ces nouvelles pratiques. Maintenant, dans les pompes funèbres, on forme des gens à cette fonction de maître de cérémonie. Arrêtons-nous un instant sur l'utilité des cérémonies funéraires et le sens qu'elles peuvent avoir. Dans notre société, les funérailles, c'est le dernier moment collectif avant un cheminement solitaire dans le deuil. Contrairement aux cérémonies religieuses qui ont légitimité à s'occuper de l'âme du défunt, les obsèques civiles sont plutôt destinées à aider les vivants dans des moments les plus difficiles. Essayons de comprendre tout ce qui se passe autour de ce phénomène de la mort. Tout d'abord, parlons de la vie. Qui sommes-nous?
Tout homme ou toute femme qui arrive dans le monde au jour de sa naissance est porteur d'une vie extraordinaire, de compétences, de qualités, de dons qu'il fera fructifier tout au cours de son existence. Tout homme se construit à partir de l'éducation qu'il reçoit dans sa famille, à l'école, mais aussi à travers ses contacts avec ses contemporains, ses collègues de travail, ses amis. Bien sûr, les circonstances dans lesquelles il évoluera seront déterminantes quant à la réalisation de ses projets, tant dans le domaine professionnel, familial, social que politique. Notre identité, notre personnalité sont le fruit de toutes ces rencontres. Chacun ira de son chemin, du plus humble, passé inaperçu, à celui qui aura une destinée nationale. Mais tous, sans exception, marqueront de leur empreinte l'évolution de notre société en contribuant peu ou prou au développement, à son changement et à sa transformation. Je crois que c'est très important de réfléchir à cette question-là pour comprendre les rites funéraires. Aussi est-il important de rappeler la place de l'homme, quelle qu'elle soit dans le monde, sa dignité, sa valeur, le rôle qu'il doit pouvoir y jouer, sans jamais porter atteinte à sa dignité et au respect qui lui sont dus. Ceci est capital et ne doit jamais être remis en cause. Lorsque la vie d'un homme s'achève, toutes ses relations disparaissent. La famille en deuil, même si elle est préparée à cet événement, est souvent désorientée. Ceux qui restent, parents, amis, collègues, communautés, tous ont à se resituer, à s'orienter. Dans cette déroute, la famille attend beaucoup de l'entourage, sur le moment bien sûr, mais aussi après. Elle est en attente, et c'est dans cette situation d'épreuve que la célébration des funérailles peut devenir un temps fort, un moment pour donner sens et orientation et pour marquer son soutien. La célébration des funérailles par son rituel préparé et adapté est en effet un moment unique pour dépasser cette déroute, pour organiser une action, pour convoquer une assemblée, pour entendre une parole et pour donner ainsi sens à cette séparation. Je disais tout à l'heure que les humains se sont toujours occupés de leur mort. Et ce comportement, quelle qu'en soit la forme, est bien le signe le plus ancien et le plus profond d'humanisation. C'est dans ce rituel que s'ébauche en effet une espérance, que s'exprime une relation qui ne veut pas mourir. La célébration des funérailles manifeste ainsi en parole et en acte cette espérance. Et elle est un moment où se tissent des liens. Elle initie et réinitie à la relation, alors même que l'autre a disparu. Loin d'être effacée, la séparation rassemble. C'est le moment où famille, amis, relations, communauté humaine vont se rappeler qui était ce défunt pour eux. Les liens qu'ils ont tissés avec lui. Tout ce que cet être disparu leur a apporté, en positif ou en négatif, dans la vie. Comment ils se sont construits à son contact. Tout ce que cette personne leur a transmis à eux, à la société, et qui ont constitué leur propre personnalité. Ainsi, on peut dire que la vie du défunt a sa manière d'être présente dans la vie des hommes et des femmes. On peut dire que la vie du défunt continue à sa manière d'être présente dans la vie des hommes et des femmes qui l'ont fréquenté. C'est ce problème de transmission, si vous voulez. Hein ? N'est-ce pas là un signe d'espérance que les participants pourront exprimer par leurs témoignages, par des chants, des poèmes,
par des photos, par tout ce qui pourra rappeler la vie vécue ensemble avec ce défunt. Chacun pourra dire ainsi l'apport qu'il a reçu et éventuellement toute sa reconnaissance d'avoir rencontré cet homme ou cette femme et par ces mots le remercier de l'avoir accompagné pendant un moment de sa vie. Dans la mesure où les obsèques civiles prennent le sens que nous venons de décrire, il est nécessaire que les lieux et les moyens soient appropriés et favorisent le recueillement, donnant ainsi un sens à cette rencontre et facilitant le deuil qui s'ensuivra. J'insiste beaucoup sur ce problème de transmission parce que je crois que c'est là que se situe finalement l'espérance qu'il y a quelque chose qui ne meurt pas. Hein, parce que les souvenirs qu'on pouvait avoir des gens qui sont morts, de ce qu'ils nous ont apporté, ça nous suit toute la vie et c'est retransmis de génération en génération. Je pourrais parler, si vous voulez, du déroulement des cérémonies, mais je ne vais pas insister beaucoup là-dessus, sinon en disant que les rites qui vont être retenus doivent être des rites prégnants et permettent à ceux qui viennent de perdre un être cher d'être compris et de percevoir qu'ils pourront se sortir de leur peine. Cela nécessite, je l'ai dit tout à l'heure, un maître de cérémonie qui soit à l'écoute des familles. C'est pas rien d'être maître de cérémonie, c'est une fonction difficile, mais intéressante et une belle fonction, mais il faut faut être bien préparé pour le faire. Donc il faut que le maître de cérémonie puisse s'imprégner de la personnalité du défunt, qu'il puisse proposer et organiser le déroulement de la cérémonie avec beaucoup de simplicité, accueillir les diversités des modes d'expression et maintenir un cadre pour souligner la progression de la cérémonie. Temps d'accueil, évocation du défunt, temps de recueillement, temps d'adieu et d'ouverture au travail de mémoire qui reste nécessaire pour les survivants. Je voudrais vous citer, parce que je trouve cette phrase très très belle, que j'avais trouvée dans un livre de François Michaud-Nérard, qui est le grand patron des cérémonies des cimetières, enfin des cérémonies de deuil, de crématorium, de cimetières, tout ça de Paris. Voilà ce que disait Jean-Didier Urbain. La crainte suscitée par la mort rend le rite indispensable. La finalité rituelle, ce n'est pas d'abolir la mort, ni de la nier ou de la cacher, mais de la transfigurer, de la traduire, de lui donner un sens, une raison d'être, une utilité, un avenir, une valeur, des qualités enfin permettant de passer outre la cruauté aveugle de l'inéluctable. Je crois que ça résume assez bien ce que doit être le rite des funérailles. Un autre élément donc, qui entre en jeu dans le déroulement des cérémonies, c'est le lieu où se déroulent ces rites. Précédemment, nous avons vu que les cérémonies d'obsèques se déroulaient dans des églises ou dans des lieux de culte, et l'arrivée de la crémation a permis que dans des salles de crématorium puissent se dérouler ces cérémonies. Mais pour les personnes qui souhaitent encore être inhumées dans un cimetière, il n'existe rien, sauf parfois un préau à l'entrée du cimetière. L'endroit où vont se dérouler ces rites est aussi très important. Cette salle doit être vue comme un lieu particulier dont la fonction apparaît de façon évidente au premier regard. Il s'y passe des choses qui transcendent le quotidien, qui transcendent l'utilitaire, quelque chose, je dirais, de sacré. C'est pourquoi la Maison des Adieux, qui a été créée en 2006 par des militants de l'agglomération nantaise, avait pour but d'obtenir de l'agglomération une salle dédiée aux obsèques civiles.
Depuis 13 ans, elle n'a pas cessé d'œuvrer à l'obtention de cette salle qui serait spécifiquement destinée aux obsèques civiles. Des réponses ont été apportées. Par exemple, Nantes a proposé des salles festives mises à disposition des familles quand elles le demandent. C'est une réponse qui est encore insuffisante car les salles ne sont pas toujours disponibles. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, une partie des salles festives de la ville de Nantes sont déjà louées 3 mois à l'avance. Alors quand vous mourrez, vous ne prévenez pas 3 mois à l'avance que vous allez mourir. Voilà. Je résume. Hein. La mort ne prévient pas. Alors, on s'est aussi affronté au niveau de la ville de Nantes à quelques réticences au niveau, j'ai envie de dire, du fonctionnement administratif, parce qu'on tombait sur des gens qui trouvaient que ce n'était pas bien de louer des salles festives pour des inhumations. On ne mélange pas le cercueil avec la fête du mariage ou la fête du baptême, etc. Donc, on était un peu réticents là-dessus. Et puis, on a eu aussi un peu de réticence de la part des organismes des pompes funèbres qui, elles, ça leur complique les choses d'être obligés de téléphoner à la mairie pour avoir une salle. C'est compliqué. Donc, généralement, ils bottent en touche un peu auprès des familles quand les familles demandent si on peut avoir une salle pour les cérémonies civiles. Voilà. Alors, pour les autres communes de l'agglomération, on a eu des réponses très positives. Il y a à peu près 13 à 14 communes qui ont accepté de mettre à disposition des salles aussi pour les cérémonies quand les familles le demandent. Je vais citer au hasard Carquefou, Sainte-Luce, Vertou, Saint-Jean-de-Boiseau, Orvaux, enfin, vous voyez, on a une quinzaine. On en a encore, je crois, c'est 6 ou 7 qui sont vraiment réticents, quoi. Voilà. Hein. Mais autrement, on a fait ça, on a démarché hein, les maires depuis un certain temps, mais il faut toujours relancer un petit peu. Mais ça, on sent que l'idée commence à passer auprès des élus. Alors, on constate aussi d'autre part que dans les grandes métropoles de France, il existe des salles mises à disposition des familles. Et on se dit, mais pourquoi pas à Nantes? Quand vous allez à Grenoble, quand vous allez à Lyon il y en a à pléthore, mais quand vous allez à Toulouse, tu peux me dire Montpellier, bien sûr, Montpellier, Strasbourg, Saint-Brieuc. Enfin, vous voyez, on a un certain nombre de grandes villes qui ont et puis Nantes, on n'a rien. Hein, voilà. Alors, c'était pourtant dans la mentalité et dans l'esprit de nos élus, puisque Jean-Marc Ayrault et Jean-Pierre Sueur avaient été à l'initiative d'une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale en mai 2016, une loi qui prévoyait que les communes devaient mettre à disposition de ses concitoyens une salle pour les cérémonies civiles d'inhumation. Et il se trouve que cette loi, elle est restée en plan, si je puis dire, parce qu'elle a été votée juste avant les dernières présidentielles à l'Assemblée nationale, mais elle n'était pas passée au Sénat et elle a été rejetée par le Sénat en 2018. Donc, nous restons dans la même situation. Peut-être qu'un jour, les sénateurs se décideront à reprendre la loi et à la voter, mais pour l'instant, on est resté en rade. Alors, on est intervenu auprès des sénateurs et tout ça, mais pour l'instant, on n'a pas de réponse positive. Hein. Alors, il ne faut pas oublier, et parce que ça, c'est une chose importante que je tiens à dire, que c'est du rôle des communes de prendre en charge ce problème. De même qu'elles accueillent leurs concitoyens pour un baptême républicain, pour un mariage, elles ont aussi, vis-à-vis de leurs concitoyens, des responsabilités vis-à-vis des concitoyens défunts. Hein. Il se trouve que dans l'histoire du développement des communes, à un moment donné, les communes ont délégué vers les organismes de pompes funèbres leurs responsabilités. Petit à petit, maintenant, vous ne voyez plus les mairies prennent ça en charge, c'est maintenant les offices des pompes funèbres. Pendant un temps, ça a été
les PFG qui étaient seuls, les seuls avec lesquels il y avait un contrat de signé. Maintenant, c'est maintenant ouvert à toutes les sociétés de pompes funèbres. Hein. Mais il n'en demeure pas moins que c'est toujours de la responsabilité du maire d'une ville de veiller à ce que les concitoyens qui décèdent et les familles de ces gens-là puissent obtenir effectivement des salles. Alors nous espérons, depuis que nous avons travaillé là, il y a eu quand même du nouveau, parce qu'au début il n'y avait que le crématorium du cimetière Parc. Et il y a eu depuis, vous savez, un nouveau crématorium à Château-Thébault, qui était un truc privé, hein, mais il existe, et il y a pas mal de cérémonies qui se font là-bas. Et puis, depuis un mois, là, nous avons un nouveau crématorium à Saint-Jean-de-Boiseau. Et nous avions, il y a 2-3 ans, avec monsieur Prats, le maire, négocié le fait qu'il puisse y avoir 2 salles au crématorium de Saint-Jean-de-Boiseau pour qu'il y en ait une salle destinée aux cérémonies civiles et une autre salle qui puisse être destinée aux crémations. Et alors, je dois dire qu'ils ils ont fait 2 salles qui sont superbes. Elles ne sont pas très, très grandes. Il y en a une qui fait à peine 200 places et l'autre qui fait une 60aine de places. Mais c'est vraiment une très belle réalisation qui est faite avec beaucoup de goût et des salles respectueuses, finalement, de rites funéraires. Hein. Alors, c'est déjà un début, mais nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que, plus au nord de Nantes, si vous voulez, il y ait une salle qui soit réservée aux cérémonies civiles, et pourquoi pas au cimetière Parc, puisque là-bas, il y a déjà toute une infrastructure qui s'y prête, si vous voulez. On pourrait très bien envisager qu'une salle puisse être construite et puis réharmoniser, j'ai envie de dire, la salle du crématorium qui existe aujourd'hui et une autre salle pour que chacun puisse, soit pour une crémation, soit pour une inhumation, y trouver son compte. Hein. Alors, au dernier municipe de Madame Johanna Roland, on lui avait demandé, on en avait déjà parlé avec elle, et elle avait dit, dans ce municipal-là, je n'ai pas prévu les crédits nécessaires pour ce type de salle, mais dans le prochain municipe, j'y penserai. Donc c'est pourquoi nous sommes revenus aujourd'hui, on profite bien sûr des élections municipales pour remettre la gomme, comme on dit. Et c'est ce qui a fait que nous avons rédigé le texte que vous allez pouvoir vous procurer là tout à l'heure. Vous allez retrouver en gros ce que je vous ai dit. Et que nous avons remis ça en main propre à Madame Roland au mois de juin, début juillet dernier, là. Hein, en lui disant, on vous le donne en avant-première, parce que vous êtes la maire de Nantes, c'est à vous que nous menons. Et puis, vous en parlez, vous veillez avec votre équipe ce qu'il y aura lieu de faire. Alors, elle nous a renvoyé une lettre très aimable en disant que quand il serait sur le point des travaux, il nous recontacterait pour... Enfin, j'ai pas envie de dire que c'est une fin de non-recevoir, mais enfin, elle nous a bien répondu gentiment, mais pour l'instant, il n'y a pas de décision, je veux dire, de prise. Hein. Il faut sans doute qu'elle y réfléchisse et qu'elle puisse travailler ça avec son équipe. Voilà. Alors, dans la foulée, nous avons envoyé le même manifeste à tous les élus de la ville de Nantes, tous les élus municipaux. Et puis, nous l'avons envoyé à un certain nombre de personnalités. J'ai envie de dire, on a fait fonctionner les réseaux, comme on dit. Hein. Quand vous avez des réseaux, vous dites, tiens, oui, je connais un tel, et ça pourrait l'intéresser, je l'envoie, etc. Donc, nous avons fait tout un réseau. Et puis, surprise, un jour, je reçois un coup de téléphone de Madame Valérie Opelt qui me dit, oui, qui me dit, j'ai vu votre manifeste, est-ce que vous pourriez venir discuter avec nous, etc. Donc, nous sommes allés avec Michel Bouchereau, que j'aurais dû présenter, qui est la présidente de la Maison des Adieux. Hein, ah oui, Michel Bouchereau, qui est la présidente de la Maison des Adieux. Et nous avons donc rencontré Madame Opelt, à qui nous avons exposé notre manifeste. Voilà. Bon.
point final. Pour nous, c'était terminé. Et puis, ben, depuis, vous avez vu sans doute, si vous lisez les journaux, que Madame Oppelt a dit qu'elle reprendrait cette idée, qu'elle soutenait cette idée et qu'elle mettrait ça dans ses orientations de programme. Alors, il y a des articles, vous verrez dans les journaux. Moi, je trouve qu'on fait la part belle un peu peut-être à Madame Oppelt, mais elle a au moins le mérite d'avoir répondu positivement. Et pour nous, c'est quand même un encouragement, si vous voulez, parce que ça va peut-être aussi stimuler les autres candidats et qui vont aussi peut-être se pencher sur la question. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais que il faut redire l'importance d'obsèques bien menées pour apporter, surtout aux familles, l'aide et le soutien qu'ils ont besoin dans leur deuil. Et que les structures, encore faut-il que les structures existent, et le cas échéant aussi, que les proches pensent à demander une telle cérémonie et à la préparer aussi avec des professionnels confirmés. Hein, voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que on va plutôt répondre avec Michel à vos questions concernant le. Hein. Voilà. Merci pour cette présentation. Je pense qu'il y aura des questions. Je crois qu'il y a déjà une main qui s'est levée. Donc, si on peut passer un des micros à. Oui, moi, juste une petite question pratique. Finalement, est-ce que un investissement comme cela, une fonction comme cela, ça relève des communes ou de la commune ou de Nantes Métropole? Je crains parce qu'on a beaucoup parlé de Saint-Jean-de-Boiseau, mais le cimetière et la maison, hein, c'est un investissement de Nantes Métropole. C'est pas un investissement de Saint-Jean-de-Boiseau, même si le maire en tire les fleurs, mais c'est un investissement. C'est un investissement de Nantes Métropole. D'accord. Donc mais ça, faut le dire parce que finalement, les maires ont transféré, à ma connaissance, la compétence cimetière, enfin, etc., à Nantes Métropole. Il ne faut pas se tromper de porte. Oui. Non, mais je ne me trompe pas de porte non plus en demandant à Madame... parce que on a fait un travail non, mais peut-être... Oui, mais on a fait un travail depuis 10 ans, quand même. On a rencontré pratiquement tous les maires des communes. On a discuté avec eux, hein, mais vraiment sur des bases solides. Enfin, je veux dire... c'est pas, on les a persuadés un peu de la nécessité d'offrir à leurs administrés des salles. Et puis, vous savez, quand vous parlez avec les gens, très souvent, vous parlez, je me rappelle avoir été voir un maire, il venait de perdre une de ses conseillères municipales et elle voulait une animation civile. Bon, il n'a pas tergiversé, il a mis une salle à disposition. Hein. Ça aurait été peut-être une personne qui venait qui ne connaissait pas, il aurait peut-être dit oh ben non, on va pas. Mais là, comme c'était son élu, il l'a fait. Et il m'a dit, ça m'a fait prendre conscience que je devais aussi le faire pour tous les élus de ma commune. Voilà. Hein, vous voyez cette évolution. Alors, pour moi, ce que je vois pour Nantes, enfin, quand je vois par exemple ce qui se passe dans les grandes agglomérations, effectivement, c'est des salles qui peuvent servir à toute l'agglomération, si vous voulez. Hein. Quelquefois, il y a des gens qui vont préférer être enterrés à Carquefou parce qu'ils sont de Carquefou, ils savent qu'il y a une salle là. Mais s'il y avait une belle salle à Nantes pour ça, je ne dis pas que les gens ne viendraient pas là, vous voyez. Hein, bon. On ne peut être que d'accord avec votre projet. Donc, mais déjà sur le terme de adieu, moi je trouve ça assez paradoxal que vous ayez choisi le terme d'adieu. Pourquoi? Parce que adieu, ça veut dire adieu. Hein, j'ai repris le littré juste avant de partir. Ah bah oui, non mais... alors, non, ben oui, mais c'est non. une référence à la religion. Mais attendez, il y a deux sens. Il y a adieu. Non, mais alors ça, c'est religieux. Mais il y a adieu, on se dit au revoir. Oui, mais fondamentalement, ça veut dire le retour vers Dieu. Et vous avez choisi un mot chargé d'ambiguïté.
Très sincèrement, moi, ça m'est complètement égal. Hein. Mais quand j'ai vu que... Mais vous savez, c'est comme le mot sacré. Tiens, vous voyez, vous allez me dire, le mot sacré, c'est aussi un mot religieux. Eh bien non, monsieur, c'est pas un mot religieux, le mot sacré. Mais, c'est pas le, mais je parle des adieux. Ne m'amenez pas sur sacré alors que je n'ai pas pu préparer mes questions. Mais répondez à la question de adieu. Pourquoi pas la maison du souvenir? Non, parce que vous avez dit à juste raison, ou d'au revoir, ou encore que le mot au revoir est une ambiguïté. Parce que justement, la mort est définitive. Et l'ambiguïté que l'on constate dans les cérémonies religieuses actuellement, c'est que la famille ne veut pas admettre que c'est définitif. Et souvent, dans les textes qui sont lus, les gens utilisent des textes qui gomment la mort et qui maintiennent le lien. Et l'ambiguïté de la situation... C'est humain, ça, monsieur. Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là, le rite doit bien montrer que c'est fini. Oui. Hein, on peut construire quelque chose sur une fin, je suis tout à fait d'accord. Mais la personne en elle-même, bon, elle meurt, c'est vrai, quand on meurt, on meurt. Bon, voilà, il n'y a plus rien, voilà, c'est tout. Bon, hein, mais c'est tout ce qu'on a semé avant qui demeure. C'est tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a. Quand vous vous rappelez le souvenir. Quand vous vous rappelez, moi je sais pas, de votre mère ou de votre, ou si vous avez perdu un enfant, etc. Vous vous rappelez de tout ce qu'a été cet enfant ou cette mère pour vous, et ça demeure en vous, et ça vous continuez dans votre esprit de faire vivre cette personne, même si elle est morte, effectivement, elle est plus là. Je vous l'accorde. Hein. J'en suis bien conscient d'ailleurs, parce que j'ai vécu ça, donc je peux en parler en connaissance de cause. Je crois que nous avons tous vécu ça. On a tous vécu ça, si vous voulez. Hein. Et puis, je pense que c'est vrai que c'est humain. Chacun essaie de se dire, bon, non, quand je vais mourir, est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté ou est-ce qu'il n'y a rien? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment ça va se passer? Tout le monde essaie dans son imaginaire de s'expliquer pour se consoler, pour se rassurer. Ça, c'est humain. Hein? Donc, adieu, ça ne vous a pas interrogé? Ah non, c'est la première fois qu'on nous pose cette question-là. Oui. Moi, je suis relativement récente dans l'association, donc j'ai pas choisi le nom de l'association. Maintenant, je trouve qu'il dit bien la séparation nécessaire, en fait. C'est une absence de séparation. Voilà, on peut le penser. En termes chrétiens, c'est revivre avec Dieu. Oui, il y a Dieu, sur lequel insistent les rites religieux. Vous avez regardé dans le dictionnaire? Oui. Mais j'ai regardé dans le littré, avant de venir, pour être bien sûr de ce que j'allais vous dire. Bon, donc peut-être ça peut encore évoluer, on va dire. Hein. Anne, écoutez, je vais vous dire, moi, ça m'amuse. Enfin, ça m'amuse. Non, mais c'est intéressant parce que le manifeste là qu'on a fait, hein, il émane d'un groupe de personnes qui viennent d'horizons très différents. Il y a des laïcs, il y a des cathos, il y a des francs-maçons, il y a des gens qui viennent vraiment d'horizons très différents. Et on a essayé justement de travailler sur tous les termes pour qu'aucun terme ne choque ou un laïc ou un chrétien, vous voyez, et qu'on essaie de trouver un... Ça a été vraiment, pour moi, un travail vraiment assez intéressant d'avoir... je tiens à le dire parce que c'est vraiment rare d'arriver à trouver une équipe comme ça, et hein, on a vraiment pesé tous nos mots. Hein. Ouais. Oui, alors, on va changer de registre, on va plus être dans le vocable tout à fait, quoi, un petit peu quand même, parce que Marinette, il y a juste une petite correction que je voudrais apporter, c'est que les salles festives n'existent plus en tant que festives. Le mot festive a été supprimé de la communication pour les locations des salles. Donc, c'est justement, depuis qu'on a ouvert les salles... Je vais te dire, on nous avait dit qu'elles allaient avoir des noms, etc. Oui, elles n'ont toujours pas de nom. Non, alors pour moi, elles restent les salles festives. Mais
Dans la communication, il n'y a plus festive. Ça faisait partie, puisque j'ai passé lorsque j'étais élue, on a travaillé ensemble sur ce sujet-là, et ça faisait partie de la délégation, la suppression du mot festive dans les salles qui devaient recevoir des inhumations. Bon. Oui. Mais peut-être que c'est pas Mais encore... parce que depuis que tu es partie, tout s'est tout arrêté. est tombé à l'eau. Voilà. Voilà. Ça a été arrêté. Non, mais c'est vrai, je rebondis. C'était pas le propos de mon intervention, mais c'est vrai que pour se servir d'une thématique telle que la mort, telles que les relations avec les différentes associations qui tournent autour de la mort et de s'occuper aussi des cimetières, des crémations et des crématoriums, etc., c'est pas forcément évident. Mais j'ai eu un cadre, un fonctionnaire, Jean-Pierre Paquier, qui fait partie de l'association de la Maison des Adieux, qui m'a formée et qui m'a donné cette envie de comprendre et de m'y impliquer. Et j'ai découvert grâce à lui que quand on parle et quand on a en responsabilité tous les cimetières nantais, on ne s'occupe pas des morts, on s'occupe des vivants et on a affaire aux vivants. Et ce sont des citoyens qui ont des besoins, qui ont des demandes, qui ont besoin d'être assurés et qui ont besoin qu'on les écoute et qu'on les entende et qu'on leur explique aussi les choses. Quand on a arrêté de mettre des herbants dans les cimetières, on a pléthore de courriers, mais quand on explique les choses et quand on dit que c'est pour le bien de la planète, quand on parle, quand il y a de la transparence, il n'y a pas de difficulté. Donc voilà. Et puis je voudrais, il y a quelque chose que tu as dit, Marinette, qui m'a beaucoup touchée, c'est l'éducation. Autrefois, quand on était enfant, moi je me rappelle, je ne sais pas quel âge j'avais, je me demande si j'avais 10 ans, peut-être 7-8 ans. C'est la première fois que j'ai vu un mort, que ma mère m'a emmené voir un mort. J'avais cet âge-là. Ça m'a marqué, mais ça ne m'a pas traumatisée. Mais ça m'a permis de comprendre ce que c'était que la mort. Et je n'ai jamais caché ça à mes enfants. Et je pense que dans la transmission ça doit faire partie de l'éducation pleine et entière. Et c'est dans la transmission, dans le partage des valeurs. Et c'est aussi un petit peu tout ça qu'on a perdu avec cette vie qui va beaucoup trop vite, quoi. On veut tout et tout de suite. Et en t'écoutant, la réflexion que je me posais, c'est: est-ce que ça n'arrange pas la plupart des personnes que des cérémonies au crématorium qui ne durent que 30 minutes, c'est pas mal, parce que c'est rapide. Est-ce que c'est ça aussi, puisqu'on est dans un monde rapide? Tu as différents types de gens, tu vois, moi je vois, il y a des crémations effectivement qui durent même pas 5 minutes, 10 minutes. Il y a même des gens qui n'ont rien à dire. J'ai assisté à des crémations. Il y a des gens qui n'ont rien à dire. Alors, c'est le pauvre maître de cérémonie qui va passer un truc de bac ou qui va mettre, je sais pas quoi, ou qui va trouver un poème quelque part, qui va lire, etc., parce que les gens n'ont rien à dire. Mais on peut comprendre aussi que les familles soient désorientées devant une mort et qui ne savent pas comment s'y prendre. Tu vois, Et puis, tu es à l'opposé, tu as des gens qui viennent en sachant ce qu'ils vont faire. Et qui ne veulent pas que leur mort parte comme ça, mais qui vont dire on veut parler de ceci, on veut parler de cela, on va dérouler un film qu'on a fait avec lui, on va mettre des objets autour du cercueil. Par exemple, j'ai assisté à un enterrement d'un peintre. Il y avait des tableaux qu'il avait faits, ou de musiciens, il y avait des instruments de musique. Enfin, je sais pas, il y avait, je pense que ma fille, c'était des foulards. Enfin, bon, je veux dire, il y a des gens qui mettent des objets, si vous voulez, qui ont plein d'idées, finalement. Et qui font une cérémonie qui ressemble à ce qu'a été leur défunt. Et je pense que ça, c'est pour le deuil des familles, c'est important. C'est important de pouvoir faire ça. Et quand on fait un enterrement bâclé, je me dis que de la famille, il en reste toujours quelque chose, quoi. Oui, je trouve le projet extrêmement intéressant et j'espère qu'il aboutira effectivement dans ce mandat. Pour moi, c'est vraiment un sujet sur lequel je me suis battue depuis des années, parce que j'ai
travaillé dans un établissement de personnes âgées, donc j'ai côtoyé au quotidien et vraiment... Enfin bref, j'approuve tout ce que vous avez dit. Alors, je voulais revenir sur un peu ce que vous venez de dire, en fait, puisque si je comprends bien, cette réflexion, vous la portez depuis plus de 10 ans. Et j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit au départ sur les enfants. Donc, est-ce que dans votre réflexion, au-delà du lieu, qui effectivement dépend des élus, vous avez aussi évoqué des idées ou des choses qui pourraient faire que la mort retrouve sens et qu'on en parle en fait dans notre société avec les enfants, les adolescents, enfin partout quoi. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle plus. Là, nous, on ne s'est pas branché là-dessus. On avait, vous savez, quand on a créé ça, j'étais encore au Conseil de développement à l'époque, puisque j'ai été à l'initiative de cette association-là avec la sœur de M. Bourgeot, je ne sais pas vous vous rappelez, qui était au Conseil de... Hein, et c'est Henri qui m'avait dit, j'ai ma sœur qui a une idée, là, bon, il m'avait expliqué, et il me dit, elle ne sait pas faire des statuts et tout, ni faire un projet, est-ce que tu pourrais l'aider? Donc c'est comme ça que je suis venue à la Maison des Adieux, que je les ai aidés à monter leur projet. Et puis après, je me suis dit, je pense que c'est intéressant, donc, je suis finalement restée. Et puis malheureusement, Marianne est décédée 2 ans après. Et avant de mourir, elle m'avait demandé de poursuivre l'action qu'elle avait menée. Donc j'avais dit, je continuerai tant que je peux à aller au... Donc c'est pour ça que j'ai continué. Mais on était des personnes déjà d'un certain âge, si vous voulez. Hein. Et dans nos adhérents, c'est vraiment des gens d'un certain âge. Donc tous les ans, on en perd, ma pauvre amie. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et on avait plein d'idées au départ, parce qu'on avait même l'idée d'animer nous-mêmes des cérémonies d'inhumation civile, vous voyez, hein, de se transformer. On a même on a rencontré une jeune femme qui était maître de cérémonie, et puis on aurait voulu faire ça. Et on avait été à Lyon, parce qu'à Lyon, ils ont toute une équipe de laïcs qui font ça. Et ils font 2000 cérémonies laïques dans l'année à Lyon, hein. Vous voyez, mais avec les gens, vu la moyenne d'âge de nos équipes, on n'était pas en mesure d'assumer, si vous voulez, ce genre de truc, quoi, hein. Donc, bon, ça, c'était une idée qu'on avait. Et puis, je pense que toutes les réflexions autour de la mort... par contre, on est resté en lien avec d'autres associations, si vous voulez, qui s'occupent de ces problèmes-là. Par exemple, avec Jamlav, on a des bons rapports avec Jamlav. On a aidé à créer la coopérative funéraire. Hein, c'est moi qui... Enfin, c'est nous qui avons relié les 3 femmes parce qu'il y en avait une qui était à notre conseil d'administration, une autre, la maîtresse de cérémonie, qui était venue travailler avec nous aussi, et puis donc, comment ça s'appelle ? Sabine qui s'est greffée là-dessus, et puis on les a poussées à monter leur coopérative. Maintenant, ça marche, hein, elles ont pignon sur rue, puis elles font du bon travail, si vous voulez. Mais bon, on s'est, nous, du coup, contenté vraiment de s'occuper simplement des lieux, si vous voulez. Hein. Pour travailler, parce que, vous savez, on avait fait une conférence une fois, on avait organisé une conférence une fois, dans le cadre de la Maison des Adieux, justement sur le problème de comment les enfants voyaient la mort. Hein. Bon. Alors, je vais vous raconter en 2 minutes, parce qu'il y avait un psychologue qui est venu, quelqu'un qui avait l'air d'être très, très compétent, et il a commencé à nous expliquer comment un enfant voyait la mort de 0 à 5 ans, ou à 6 ans, de 6 ans à 8 ans, etc. Et il se trouve que moi, j'ai perdu ma mère, j'avais 5 ans. Et quand j'ai entendu ce que disait le psychologue, je l'ai arrêté tout de suite. J'ai dit, arrêtez de dire des idioties, c'est pas possible que vous disiez des choses pareilles. Et alors, il m'a dit, comment ça? Alors, je lui ai raconté comment j'avais appréhendé la mort de ma mère, tout ça, etc. Et j'ai dit, j'avais 5 ans, je m'en rappelle, et je vous dis, voilà, je lui ai expliqué tout ce que... Il m'a dit, vous étiez particulièrement intelligente. Je lui ai dit, écoutez, non, franchement. Alors, les enfants d'aujourd'hui non, mais vous voyez, alors là, vous savez, ça m'a coupé un peu les bras. Hein. J'avoue que cette expérience de cette conférence qu'on avait organisée, alors il m'a dit, mais c'est écrit dans tous les livres.
Alors j'ai dit, bah, peut-être que c'est écrit dans tous les livres, mais j'ai dit, vous feriez bien auparavant peut-être d'interroger des enfants ou des gens qui ont eu cette expérience-là pour voir comment ça fonctionne. Hein. Et je ne sais pas, enfin, moi j'ai très bien compris à 5 ans ce que ça voulait dire que la mort. Et j'ai vu ma mère morte, j'ai été l'embrasser, j'ai soutenu mon père. Enfin, je veux dire, je peux raconter ça dans le détail. Hein. Et ça m'a forgé, si vous voulez, parce que c'est vrai que quand vous avez, à 5 ans, vous appréhendez, après, quand vous voyez d'autres morts, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Mais elle n'a pas ce but-là. Elle n'a pas ce but-là. Parce que pour un enfant, voir la mort, c'est pas voir le cercueil, c'est voir le Oui, cadavre. c'est voir le cadavre, oui. Ouais. Oui, Donc, oui. or, la maison des adieux n'aura jamais. Non. On arrive dans le cercueil. Non, je puis vous suppose. voyez, bon, c'est quand même un sujet qui est difficile, que peu de gens veulent approcher, hein, vous voyez. Alors, pour trouver du monde pour s'occuper de ça, dites donc, il faut se lever de bonne heure. Hein. Ah ben, il y a des associations qui aident Il y a des associations qui aident les personnes dans le deuil. Oui, il y en a pas mal même. Oui. Les enfants et les parents. Oui. Oui, au-delà du bâtiment dont on voit bien qu'il peut déboucher effectivement dans un municipe prochain, il faut aussi imaginer derrière le fonctionnement de cette maison. Oui, tout à fait. Et c'est justement, vous avez parlé de professionnels, vous avez parlé de choses. Est-ce que ça veut dire que derrière, il y a un budget qui est financé par la famille des défunts, il y a un budget qui peut être financé? Parce qu'on sent que la mort, il y a quand même des enjeux derrière qui sont à la fois... Il y a des enjeux financiers énormes aussi. Oui. Hein? À l'heure actuelle, si vous voulez, les salles festives à Nantes, là, enfin les salles festives, les salles qui sont proposées par la mairie à Nantes sont payantes. C'est de l'ordre, selon la grandeur, de, je ne sais plus, 10 € à 60 € de l'heure. Hein. Bon. Je dis ça, bon, c'est ce qui se fait à l'heure actuelle. Normalement, ça devrait être gratuit. Normalement, ça devrait être gratuit. Hein. Bon, mais enfin, c'est comme ça. On n'a pas l'impression que les gens, pour ce qui tourne autour de la mort, mégotent à mettre de l'argent. Et pourtant, Dieu sait s'il y aurait à redire sur ce sujet-là. Oui. Hein. Alors, par contre, là, nous, ce qu'on souhaitait, c'était d'avoir une salle où il y ait possibilité, mais ça, on avait vu ça dans d'autres maisons, où il y ait un mur au moins qui soit sur lequel il puisse y avoir un certain nombre de signes ou de symboles, si vous voulez, vous voyez, qu'on puisse avoir un endroit qu'on pourrait éventuellement cacher s'il le fallait, et pour que la salle puisse éventuellement servir le soir à d'autres utilités qu'une salle. Hein. Parce que moi, je pense aussi à la mairie, enfin, il y a des problèmes donc de rentabilité aussi, hein, mais on pourrait très bien. Il faut absolument que cette salle-là soit dédiée de 9h le matin à 16h de l'après-midi. Hein. Après, le soir, on peut en faire ce qu'on veut. On peut y faire une conférence, on peut y donner un concert, on peut y donner, je ne sais pas, vous voyez. Il faut essayer peut-être de penser, c'est ce que nous mettons d'ailleurs, nous le proposons dans le manifeste, d'avoir une possibilité mais si c'est possible, quoi, bien sûr. Hein. Tu penses que ça serait difficile Oui. Personnellement, je pense que c'est difficile d'avoir une salle polyvalente. Ça revient à ça. Ouais. C'est une salle polyvalente. Or, je pense qu'il faut vraiment rester dans l'objectif du départ. C'est une salle dédiée, uniquement dédiée, et qui sera utilisée en permanence. C'est évident, avec toutes les demandes qu'il y a. Ouais. On voit aujourd'hui, tu l'as dit, quand les locations de salles, on ne peut pas louer des salles pour des inhumations, pour des obsèques civiles aujourd'hui à Nantes, parce que même si elles ne sont pas utilisées dans la matinée ou le matin, il y a les employés municipaux qui doivent faire le ménage, qui doivent installer, qui doivent... donc, il faut réserver de 9h à 11h, mais surtout pas après. Et l'après-midi, à partir de 15h30, ce n'est pas possible. Donc, ça ne peut pas continuer comme ça, on le voit bien. Donc je pense que c'est pas du bon sens de penser une salle polyvalente. C'est une salle dédiée, je pense qu'il faut rester là. Non, mais je retiens tout ce que tu dis, mais je pense aussi que ça peut être
Regarde les églises, par exemple. Hein. Il y a des églises qui sont... Non, mais attends. Il y a des églises qui sont louées pour des concerts. On peut donner des concerts, quand même. Il y a des concerts. Il y a des concerts dans les églises. Il y a des... Enfin, moi, je ne sais pas. Je me dis, il ne faut pas être trop rigide non plus. Hein. Bien sûr, je veux que ça soit une salle dédiée. Vous ne voulez pas d'une salle festive pour faire des obsèques civiles, mais d'une salle mortuaire pour faire la fête. C'est ça, si je comprends bien. Ben voilà, on peut intervertir. Mais juste pour revenir sur la question de Maurice quand même, parce que vous n'avez pas répondu. Comment on anime cette salle? Voilà. Est-ce que vous avez réfléchi? Non, ce n'est pas une histoire de rentabilité, c'est qui anime, qui... De toute façon, la gestion, elle sera très... S'il y en a une, elle sera très probablement... La mairie la confiera certainement peut-être aux offices des pompes funèbres, comme elle a fait pour tout le reste, comme c'est fait pour les crématoriums, vous voyez. Et puis c'est eux qui géreront. Hein. Mais on peut imaginer peut-être... Je pose y une question. Y compris la formation. Ouais. Ah oui, là, vous savez, vous avez aujourd'hui la possibilité, quand vous avez une inhumation civile, de prendre un maître de cérémonie. Il existe des maîtres de cérémonie sur Nantes. Hein, il en existe. Hein. Vous le payez, bien sûr, mais il en existe. Hein. Ou alors, vous êtes capable, dans votre famille, trouver quelqu'un qui puisse animer lui-même la cérémonie. Ça se fait aussi, si vous voulez. Hein. Vous pouvez aussi demander aux pompes funèbres qui ont des maîtres de cérémonie de demander qu'un maître de cérémonie puisse... tout ça se paye, par contre. Mais si vous voulez, c'est possible. C'est possible. Oui, mais il faut imaginer aussi que dans la famille, on puisse animer la cérémonie directement. Moi, on a parlé de nos enfances respectives. Moi, je me souviens d'une veillée mortuaire d'un de mes oncles, où j'avais 7-8 ans, hein, pratiquement, et c'était d'ailleurs une fête, puisqu'on parle de fête, et on passait la soirée à raconter des histoires. C'était quasiment un spectacle où on riait la plupart du temps. Bon, après, en plus, on mange et on boit. Enfin, bon, c'est... Donc voilà, ma mère, qui est alors évidemment plus âgée que moi, qui n'est plus de ce monde, mais m'a toujours raconté, alors c'était en Bretagne, profonde, dans le Morbihan, et elle disait, quand elle avait 20 ans, les veillées mortuaires, c'était une sortie. Et elle disait, on allait aux veillées mortuaires, on ne connaissait pas le mort, mais entendre, raconter les histoires de la vie de cette personne, ou quand il avait été acteur, c'était une distraction. Voilà. Alors donc il faut aussi imaginer qu'effectivement dans les familles, certaines peuvent avoir une autonomie pour organiser cette cérémonie du souvenir en quelque sorte, quoi. C'est un savoir-faire qui s'est perdu et que maintenant, c'est délégué aux professionnels plus souvent parce que les personnes ne meurent pas chez elles souvent. C'est ça le problème. Plus âgé aussi, ce qui est quand même un élément de rupture dans la sociabilité. Je crois quand même que on le voit bien, on a pris 20 ans ou 30 ans, donc automatiquement quand on meurt actuellement, on a une désociabilisation qui est quand même importante. Je crois que la situation est quand même très... Enfin, moi, mes grands-parents, puisque tu parlais, sont morts, ils avaient entre 60 et 70 ans. C'est pas la situation courante actuellement. En plus, les familles sont éclatées. Donc, c'est extrêmement difficile de ramener tout le monde en temps et en heure, etc., etc. Et puis, il y avait un certain nombre de rites religieux. Il y avait quand même de base... Comme pour ton oncle, on ne devait jamais laisser le mort tout seul. Hein, c'est inimaginable de nos jours. Hein, ça, alors là, oui, personne ne va les voir. On n'est pas là à ce qu'il y ait deux personnes qui prient à 2 heures du matin. Oui, moi je voudrais poser une question sur... Vous avez parlé de ce qui se passait dans les autres villes. Qu'est-ce qui explique ou pas qu'une telle initiative de ce type ait pu se concrétiser dans plein de villes, sauf à Nantes?
Est-ce qu'il y a une raison particulière? Parce que ce qui est assez pas, intéressant, c'est qu'à l'origine de l'association, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent d'un univers qui est un univers catholique, enfin qui. Oui, oui, enfin, qui avait effectivement des liens plus ou moins avec l'institution, oui. Mais non, je pense que c'est vrai que la Bretagne, enfin Nantes, faisait partie de la Bretagne, c'était des régions très catholiques. Donc enfin, je me rappelle quand on était gosse, quand quelqu'un qui était enterré civilement, on le montrait du doigt plutôt que de. Il y avait un espèce de. Donc voilà, mais maintenant c'est plus le cas, plus le cas du tout. Enfin, alors dans les autres villes, je pense, je vois par exemple, j'ai visité Gramont par exemple à Montpellier. Il y a un centre, si vous voulez, il y a une salle, c'est même une salle multiculturelle. C'est-à-dire qu'on peut, si les prêtres veulent venir, ils peuvent venir avec tous leurs instruments, les pasteurs pareil, les juifs pareil. Enfin, vous voyez, la salle est réservée, elle est banalisée, mais elle peut servir à tout le monde, quoi. Puis je crois Strasbourg, c'est pareil. À Lyon, c'est pareil. Il y a des tas de salles à Lyon. C'est presque dans tous les quartiers, ils ont des salles à Lyon. Ils n'ont pas du tout de problème de salles à Lyon. Mais il y a des endroits, par exemple Gramont, c'est vraiment la grosse structure, quoi. Il y a le crématorium, il y a les salons funéraires, il y a les salles, il y a tout, quoi, tout au même endroit. On aurait pu penser qu'à Nantes, par exemple, au cimetière parc, on aurait pu faire ce genre de choses où on aurait tout mis là, quoi. Il y a déjà les salons funéraires qui sont à côté, il y a le crématorium, il y a pourquoi pas une salle justement pour les cérémonies civiles, quoi. C'est ce que je pense. Oui, merci. André Herbeau. Ah bah. Juste un petit mot pour répondre à ce que vous dites. J'ai l'impression aussi qu'il y a certaines villes qui ont très vite délégué, comme Nantes, en fait, à des pompes funèbres, alors d'autres ont gardé la régie, en fait. Et ça fait aussi beaucoup la différence. Oui. Merci. André Herboto. Au fur et à mesure de la discussion, je m'aperçois que ma question est un peu idiote. Mais j'avais compris, dans la bande-annonce publiée par le Conseil de développement, on parlait bien des obsèques civiles. Donc c'est une obligation, une exclusivité. Parce que vous avez aussi parlé de gratuité, ce pourquoi je ne serais pas contre, si tant est que la gratuité existe, parce que je ne suis pas sûr, elle n'existe pas, donc il y a toujours quelqu'un qui paye. Mais je voulais citer le cas aussi de gens, c'est pas une critique, c'est un constat. Il y a des gens, excusez l'expression, qui font la totale, c'est-à-dire qu'ils font une cérémonie religieuse le matin, dans une église, à Nantes ou ailleurs. Ils font une cérémonie au crématorium l'après-midi, avec là aussi, il y a une salle à leur disposition. Et puis, troisièmement, des fois aussi, il y a le troisième acte, ils rajoutent un pot festif qui se passe parfois dans les campagnes, dans des salles communales, que les communes, sans doute pas gratuitement, mais ils font la totale. Donc, il y a des gens qui n'ont pas le moyen de faire ça. Donc, peut-être que vos projets louables, il gagnera encore en crédibilité si vous le limitez bien à des cas qu'on vient de dire, obsèques civiles, gens qui n'ont pas trop de moyens, etc. etc. Je ne sais pas si c'est organisable, mais ça me ferait plus cibler sur l'opportunité de votre démarche. Non, pour nous, si vous voulez, c'était vraiment... au départ, c'était quand même pour les obsèques civiles, si vous voulez. C'est ça notre idée, quoi. Parce que, si vous voulez, cimetière, bon, c'est pas parfait, il n'y a pas ce qu'il faut dans les cimetières, il n'y a rien pour organiser quelque chose qui soit respectueux vis-à-vis des personnes. C'est ça. Donc, pour nous, c'était ça. Après, vous voyez, on peut décliner. Je disais tout à l'heure, les salles peuvent être aussi multiculturelles. Bon, mais c'est pas nécessairement le choix qu'on peut faire ici, étant donné qu'il y a ce qu'il faut en matière. C'est que le gestionnaire de la chose, qu'il soit public ou privé, c'est qu'il y ait bien cette catégorisation des choses, en disant c'est réservé aux gens, soit qui n'ont pas les moyens financiers, soit qui n'ont pas des moyens d'organisation, etc. Et donc de prioriser, parce qu'il y aurait beaucoup de demandes pour ces gens-là, pour ces catégories. Enfin, déjà, pour les gens qui n'ont pas les moyens, la ville de Nantes a fait des efforts. Enfin, je veux dire, des gens qui ne peuvent pas payer des cérémonies d'inhumation, il y a des prises en charge par la mairie. Voilà. On n'a pas eu beaucoup de réactions de gens qui tiquaient parce qu'il fallait payer les salles, par exemple, même quand les salles qu'on a proposées par la ville, en location, il n'y a pas eu de... Les gens qui sont confrontés à
perturbé quand il voit la facture des pompes funèbres. Oui. Hein, c'est plutôt ça, parce que et quand on a créé la coopérative funéraire, on a veillé à faire pas des obsèques à bas coût, mais des obsèques au juste prix, quoi, hein, de faire en sorte que ça pénalise pas la personne. Je voudrais revenir sur la question de Gabriel. Là, Oui. pourquoi à Nantes il n'y a jamais eu de salle dédiée? Il n'y a jamais eu politiquement, il n'y a jamais eu d'opposition. Mais on n'a jamais senti de la part de Jean-Marc un engouement pour avoir dans sa ville une salle dédiée. Je pense que l'équipe, Jean-Marc pensait que le crématorium serait suffisant. Oui. Mais il n'a jamais été opposé, et encore aujourd'hui, la municipalité n'est pas opposée à une salle dédiée. Après, je pense que dans le projet, il faudrait leur apporter ce que disait Maurice tout à l'heure, un compte, un compte d'exploitation ou un bilan, quoi, ou un truc clé en main peut-être. Enfin, mais c'est en discutant que je pense à ça. Hein. Oui, Et que ça pourrait... pourrait... un truc clé en main, c'est quand même eux qui financent, donc c'est à eux de savoir qu'est-ce qu'ils... Oui, mais tu sais, pourquoi pas, si tu veux, pour répondre, qui va gérer? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est non, mais c'est est-ce que c'est du privé? Enfin, c'est de la responsabilité de la ville. Encore une fois, c'est de la responsabilité de la ville. Là, je regrette. Ah oui. Oui, d'accord. Oui, pour illustrer la nécessité d'une salle de cette nature, je voudrais citer un exemple qui s'est déroulé au mois d'août. Là, j'ai assisté à un hommage à l'un de mes anciens collègues, et la particularité, c'est qu'il est décédé à Nantes et que l'inhumation était prévue dans les côtes d'Armor. Ce collègue-là a eu une vie assez riche. Hein. Bon, il s'est engagé très tôt dans la résistance et plus tard, une fois en retraite, il a beaucoup œuvré pour le lien entre éducation nationale et résistance. Il y a un concours, tout ça. Donc, il était nécessaire qu'il y ait un hommage. Sont intervenus dans cet hommage la mairie, le conseil départemental, la chambre de commerce, la famille et puis un collègue aussi. Alors, tout cela paraît normal, sauf que ça s'est déroulé dans les couloirs des salons funéraires. J'ai trouvé cela scandaleux et je pense que ça nécessite. Deuxièmement, un certain nombre de fois, la France rend hommage à des personnes et on n'a pas de salle dans l'agglomération pour se réunir, autre qu'éventuellement une place qui n'a aucun lien de particulier avec l'événement. Donc je pense que c'est un deuxième volet pour militer pour le développement d'une salle de cette nature. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a encore questions? Moi, je vais terminer peut-être à ce moment-là. Oui, vous aviez une question? Oui, je crois que personne n'a pris l'initiative jusqu'à présent de proposer dans le parc existant éventuellement une salle. Enfin, moi, je peux témoigner pour avoir assisté début novembre à une cérémonie qui se déroule chaque année, bon, qui est une cérémonie collective finalement, donc c'est une double cérémonie qui a lieu début novembre, donc à la chapelle de l'Hôtel-Dieu, oui. Donc aux personnes isolées, voilà, et puis personnes de la rue qui sont décédées dans l'année. Alors c'est vrai que c'est une cérémonie extrêmement émouvante, et c'est vrai que pour avoir assisté, donc en 2017, mais j'étais pas le seul ici, on était au moins deux, à la plaque patrimoine du XXe siècle, donc mise sur l'Hôtel-Dieu de Michel Rouspitz. Et donc, il y a eu 5 discours, et parmi les 5 discours, il y avait Olivier Château, donc qui finalement, malgré que le micro ne marchait pas très bien, il a quand même lancé un appel. Moi, c'est ce que j'ai retenu au public en disant, finalement, sur le devenir, à la limite, s'il peut y avoir des idées à nous soumettre, enfin, à Nantes Métropole, puisque normalement, on est sur la même échéance d'ailleurs que la Sagrada Familia, c'est 2026, c'est ce que j'ai retenu aussi.
Donc voilà, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, c'est un lieu chargé d'histoire qui n'a d'ailleurs jamais été inauguré, puisque finalement, la chapelle date de 1963 et l'Hôtel-Dieu a ouvert en 1967. Donc on a encore tout à découvrir de cette chapelle. Mais effectivement, donc, les aumôneries sont présentes. Donc c'est une cérémonie finalement laïque, multiconfessionnelle. Alors donc il y a les aumôniers, l'imam, le pasteur, etc. Donc c'est effectivement... voilà. Et la chorale de la rue, bien entendu. Oui, juste dire un mot. Je ne sais pas si Philippe, tu te souviens, puisqu'on a eu la chance de participer tous les deux au grand débat sur la Loire, là, et dans le comité citoyen, j'ai eu la chance d'en faire partie, on avait évoqué l'idée que dans des quartiers nouveaux, et alors l'île de Nantes fait partie des quartiers qui se créent pratiquement ex nihilo, là, hein, avec alors Mélinette aussi, mais Mélinette existe déjà dans le centre-ville, mais l'île de Nantes, c'est en train de monter. Là, il va y avoir des dizaines et des centaines de foyers, et on avait évoqué l'idée d'un lieu commun où il puisse y avoir toutes sortes de cérémonies, parce qu'il y a 100 ans, 200 ans, 500 ans, on faisait une église quand on faisait un quartier. Aujourd'hui, on ne fait plus d'église où il se construit des mosquées, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ce genre de lieu? On l'avait évoqué dans le grand débat. Bon, ça s'est complètement noyé, pour le coup, dans des tas d'autres choses, hein, mais ça fait partie, je pense, de ces lieux, effectivement, aussi, dans des quartiers tout nouveaux, intéressant également, des quartiers tout neufs, et ils s'ancrent dans l'agglomération. Moi, j'avais pensé Mélinette aussi, parce qu'à Mélinette, il y avait de la place aussi. Il y aurait eu de la place pour faire ça. Donc, les prochaines étapes, c'est vous attendez qu'on en parle un peu pendant la campagne, si je comprends bien. Moi, ce que je souhaite, c'est que les réseaux fonctionnent. Parce que je pense que plus il y aura de gens qui sont convaincus que ce type de lieu est nécessaire, et plus l'idée va faire son chemin, si vous voulez. Parce que là, je vois que depuis qu'on a balancé le texte, là, un certain nombre de gens, je vois que déjà, ça fonctionne. On entend des échos. La presse s'en est emparée avec Ouest France qui a fait un article. Là, il y a eu hier 20 minutes là, qui a refait un article encore aussi. Donc, petit à petit, ça avance, quoi, hein. Alors, je crois qu'il faut que les réseaux fonctionnent. Et puis après, bien sûr, les institutions s'emparent aussi de l'idée et appuient auprès de Madame Roland pour qu'on puisse avoir l'espoir de voir construire cette salle. Voilà. Je crois que finalement, donc, vous avez bien compris ce qu'attend Marinette de votre part. Vous faites partie du réseau maintenant informé sur ce beau projet. Et donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour que ça devienne effectivement une priorité quelque part dans le municipe suivant. Je tiens à vous remercier de m'avoir accueilli, puis d'être venus nombreux quand même, parce que je trouve que c'est bien que vous n'ayez pas peur de la mort. C'est bien. Voilà, mais comme disait, je ne sais avec le sourire aussi et avec de l'humour. Comme disait, je ne sais plus qui d'ailleurs, pourquoi avoir peur de la mort? Tout le monde réussit finalement. Donc.